Alors, on en est au début. Benoît Furet, vous avez un micro. Comment ça se passe Comment vous recevez cet appel-là, vous? Alors, déjà, c'était pas nouveau pour nous de travailler avec les entreprises. Donc, oui, bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, l'Université de Nantes, dans sa globalité, visite plus de 6000 entreprises par an, de par les étudiants qui sont en stage ou les apprentis. Donc on visite 6000 entreprises à l'année. Mais le réseau, il est quand même très large. Oui, mais ça ne conduit pas directement à des collaborations très concrètes. Pas tout le temps, mais déjà... mais ça y contribue. Contribuer conjointement à la formation de jeunes. Oui, ça crée des liens. Par les apports de l'entreprise, enfin, crée des liens forcément. Et puis derrière, effectivement, par moment aussi, eh bien, ça peut générer aussi des demandes de la part des industriels qui commencent à nous connaître et pour pouvoir leur apporter aussi des services, comme Pascal le présentait tout à l'heure, des activités ponctuelles, des celles de développement ou autres. Là, en l'occurrence, effectivement, donc il a fallu, avec GB2, essayer de commencer à travailler ensemble. Il fallait greffer un tracker laser sur un robot. Ouais, bon, nous, le laser tracker, c'était de la rigolade pour nous, les robots aussi. Bon, sachant qu'on avait une approche plutôt très équationnelle du problème, et donc et eux plutôt une approche plutôt pragmatique, quoi. Et globalement, en mettant conjointement nos approches, eh bien, on a développé des choses assez extraordinaires quand même. Donc les premiers tests, c'était ça. Alors, ça vous a pris combien de temps de résoudre ce problème-là en particulier? Je pense qu'on a mis un peu plus de 2 semaines, pas plus, quoi. 2 semaines. Et puis après, effectivement... Après, ça donne des envies. Hein. Oui, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, ils ont pu voir les moyens dont on disposait aussi, donc des moyens qui nous servaient, nous, à faire du développement plutôt scientifique. Et puis, GB2 a eu, de la part de ses propres clients, des besoins bien spécifiques. Donc nous, au sein de l'IRSI, on a des savoir-faire autour des procédés, mise en œuvre de la matière, et aussi donc de la robotisation. Au bout des 2 semaines, vous avez dit à votre interlocuteur, on peut faire d'autres choses encore, ou c'était induit et c'est plutôt lui qui est venu vous relancer? Non, on a commencé d'abord à se tutoyer, et puis on est tous du copain. C'est déjà un très bon départ. Et puis en plus, donc, nous, on a commencé à appréhender ses besoins, et lui, il a commencé à appréhender aussi nos compétences. D'accord. Et finalement, maintenant, vous êtes dans un beaucoup plus gros projet, puisqu'on parle de robotique intelligente et pas seulement dirigée par un tracker laser. Oui, et je dirais, en fait, la mise en relation, c'est un facteur clé. Parce que, Benoît, tu le disais à l'instant, le fait de se connaître, on peut, du coup, ça déclenche l'envie de travailler ensemble et de faire des projets. Et finalement, au fil des années, parce que ça remonte à pas mal d'années, finalement, les premiers échanges, eh bien, on a eu une variété de sujets et de manières de les aborder extrêmement vaste. On a quelquefois des clients qui ont un besoin qui finalement qui relève pas forcément de la recherche, mais il faut leur démontrer que ça marche. Et nous, on n'a pas toujours la possibilité, soit par les moyens matériels humains, de faire ces démonstrations. Donc il nous est arrivé de faire appel à l'équipe de capacité de l'unité de Nantes pour justement dérouler une démonstration pour un client. Donc c'est d'une certaine manière, c'est un peu une aide pour promouvoir la technologie, démontrer qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est des demandes très simples. On a d'autres projets sur des développements internes, quelquefois de la R&D que nous on vend à nos clients et qu'on réalise chez nous. Par contre, on a besoin de matériel qui ne sont pas dans notre quotidien, notre caisse à outils. On a un très bel exemple sur de l'accéléromètre qu'on a équipé donc sur une technologie d'effecteurs très spécifique pour faire du perçage. Et globalement, connaissant les outils à disposition de l'université, on s'est dit finalement on en aurait besoin et il y a un moyen simple de les avoir pour une journée, une semaine, et ça va contribuer à mettre plus de technicité dans nos solutions. Voilà, donc c'est quelques exemples qui montrent qu'il y a énormément de manières de collaborer et finalement de faire de l'innovation avec l'université, donc soit en mettant nos équipes ensemble, mais ou simplement un partage de moyens, etc. Finalement, vous partez pour greffer un tracker laser sur un robot et vous aboutissez à greffer un service de R&D externe sur GB2. C'est un peu sollicité, mais bon, c'est un magnifique exemple, ça, de potentialité. La manière dont vous dites, puisque il y a cette proximité qui fait qu'effectivement, on peut appeler pour un besoin, on va y répondre plus ou moins rapidement, mais effectivement, si on ne sait pas faire chez nous, on s'appelle, et puis est-ce que tu sais faire? Oui, non, on avance, et c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous ciblez les perspectives que ça vous ouvre, ou que ça vous offre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça? De cette connivence, finalement?
Ça va au-delà de la collaboration, c'est la connivence. Oui, alors bon, ça se concrétise par des projets beaucoup plus conséquents. Alors on a vu un petit bout de vidéo tout à l'heure sur du ponçage par exemple, mais qui s'inscrit dans une thématique plus large de parachèvement de pièces. Et donc il y a un projet en cours donc dans un cadre FUI sur 3 ans avec donc une thématique beaucoup plus large qui tient compte des procédés mais aussi des méthodes de programmation qui les accompagnent. Donc là on est sur des projets beaucoup plus ambitieux et donc sur lesquels nous on mise beaucoup pour l'avenir en termes de chiffre d'affaires qui pourrait s'effectuer sur ces technologies-là, quoi. Donc l'idée, c'est d'apporter à GB2 plus de solutions qu'on sera capable de proposer à nos clients. D'accord. Voilà. Et vous, ça apporte énormément de choses aussi. Ça ouvre des perspectives, y compris pédagogiques. Vous avez formé les gens pour les usines du futur en les aidant pendant leur travail à les concevoir, ces fameuses usines du futur. De toute façon, on est tout à fait dans ce schéma-là. Exactement, c'est exactement ce schéma-là. Et pour rebondir sur ce que disait Didier, effectivement, donc nous, sur nos activités, on avait des activités avec des grands comptes aussi de l'aéronautique, donc qui fabriquent des avions, plus ou moins grands, français. Et donc, on a développé au sein du laboratoire des moyens qui sont maintenant commercialisés par des entreprises d'ingénierie de la région, qui sont des moyens pour rendre les machines-outils plus intelligents. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle du smart machining, on les dote, ces machines d'intelligence supérieure pour pouvoir faire des gains de productivité. Et puis donc ces projets évoluant de grande échelle, et on a eu dans un nouveau projet l'idée au sein du laboratoire d'aller encore plus loin pour ces entreprises aéronautiques et de robotiser certaines activités au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas qui sont faites uniquement manuellement et dans des conditions difficiles. Et donc là, c'est à l'inverse, c'est moi qui ai proposé. C'est vous qui êtes apporteur d'idées à l'entrepreneur. Et d'aller chercher l'entreprise GB2 pour qu'elle devienne partenaire avec nous du projet, avec les grands comptes que je citais à l'instant là. Et donc ça s'est traduit par quoi? Donc un projet recherche de type FUI qui est parti sur 3 ans, donc avec des grandes sociétés. Donc GB2, ça l'a fait monter en compétences aussi, et puis d'aller vers chez des gros clients, on va dire. Et en particulier, donc, sur ce projet-là, on est allé encore plus loin de nos petites collaborations. J'ai aujourd'hui un élève en doctorat, donc un doctorant, qui est en CIFRE chez GB2. L'université de Nantes, c'est à peu près 1300. CIFRE, c'est le contrat. Alors, c'est une de doctorant, doctorant, mais dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Il travaille pour l'entreprise tout en menant ses travaux de thèse. Avec le laboratoire. Et donc, il faut savoir que sur 1300 doctorants à l'université de Nantes, il y en a seulement 48 qui sont en contrat de CIFRE. Et pourtant, la CIFRE, c'est vraiment un outil extraordinaire. Mais c'est typiquement l'outil de votre collaboration. Alors celui-là, on va dire, c'est un support juridique et financier pour pouvoir aider. Je pense que sans la CIFRE, GB2 n'aurait jamais eu de doctorant. Je me trompe peut-être, Didier, mais bon. C'est évident. Voilà. C'est évident. Et c'est lui qui vous a dit, CIFRE, ça existe. Ouais, et puis après, bon, je pense qu'il devait connaître Didier, forcément. Mais au fil des échanges sur ces thématiques, on finit par connaître les dispositifs qui sont à notre disposition. Quoi. Et aussi, Xavier en parlait tout à l'heure, au niveau du crédit impôt recherche. Voilà, j'allais y venir. Donc tout est lié, parce qu'après, Didier Barnary a aussi embauché un autre docteur qui avait fait sa thèse aussi au sein du laboratoire. Et donc là aussi, sur le contrat impôt recherche, embaucher un docteur en lui offrant un premier contrat à durée indéterminée, eh bien, il y a des aides aussi assez conséquentes. Et moi qui suis... Enfin, on dit souvent qu'on est enseignant, on est universitaire et on est loin de l'entreprise. Je connais tous mes collègues comme Pascal ou d'autres, où je passe quasiment, moi, en ce qui me concerne, plus d'une journée par semaine chez les industriels. Et puis vous vous comportez comme un entrepreneur en face de... Non mais attendez, quand vous apportez l'idée... Ouais, disons globalement, moi mon idée... Vous allez répondre à ça, vous, parce que il se comporte comme un entrepreneur, d'une certaine manière. Non, pas du tout, moi je suis universitaire. Et donc après... Non, c'est vraiment une charnière, une complémentarité aussi, parce que nos clients ont besoin de solutions innovantes pour se développer. Et donc on forme une équipe pour y répondre. Et c'est bien l'intérêt de la complémentarité des uns et des autres. Très bien, c'est une symbiose, il y a un écosystème qui fonctionne. Et si je peux rajouter quelque chose à la question que vous posiez par rapport à la pédagogie, le retour il est assez extraordinaire, que ce soit pour Pascal, pour Yves, pour Olivier ou pour moi, c'est qu'après quand on parle à nos étudiants, on l'a vécu avec l'entreprise, donc on sait qu'on part dans la formation. Voilà, c'est tout. Alors,
Juste une précision par rapport au CIR, parce que c'est un sujet qui est très intéressant et évidemment c'est un point sensible. Alors bon, ça fait quelques années qu'on fait le CIR et pour la petite histoire, la première année où on l'a fait, nous on a demandé un contrôle fiscal dans l'immédiat pour éviter les tergiversations, après, etc. Et finalement c'est assez intéressant parce qu'on a une équipe qui est venue auditer et ça nous a permis de comprendre les mécanismes et les codes de ce monde de la recherche et des auditeurs qui font ces contrôles-là. Et globalement, ça nous a aidé à bien apprendre les règles de fonctionnement. Donc ça nous permet de sécuriser le CIR. Et il y a un autre aspect que je voudrais mettre en avant, c'est que l'ensemble de la démarche qu'on vient d'évoquer avec Benoît, globalement, elle donne beaucoup de crédit à nos travaux de recherche. Et du coup, en cas de contrôle, je dirais que l'ensemble des actions qu'on déroule au fil des années donne beaucoup de cohérence et c'est de plus en plus incontestable que GB2 fait de la R&D au quotidien. Sur le même sujet, Benoît Furet ? Oui, je voulais juste compléter, parce que ça rejoint ce que disait aussi Pascal, c'est que nous, universitaires, eh bien, on est amenés aussi à se déplacer à des collaborations internationales. Je vais citer un tout petit exemple. Moi, je suis allé faire une conférence. Donc, c'était organisé avec la Chambre de commerce et puis le pôle EMC2. Donc, il y avait une délégation qui allait en Acadie pour faire des échanges avec Nantes Métropole, entre l'Acadie, Nantes, la Chambre de commerce, le pôle EMC2. Et donc, à l'Université de Moncton, j'ai fait une présentation sur nos activités de robotisation, etc., etc. Et puis, il y avait des industriels dans la salle. Puis après, ils nous ont posé des questions sur la robotisation de problèmes de ponçage de bateaux. Ça s'est terminé par quoi ? Eh bien, dans 2 semaines, c'est l'entreprise GB2 qui a récupéré l'affaire à partir de certains de nos travaux. Et donc, on va aller tous ensemble au Canada. Et donc, c'est une première phase de l'internationalisation de travaux qu'on a menés conjointement. C'est bien un écosystème. Ah oui. Sur le CIR, Hélène Carbloch, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers ? Est-ce que vous avez demandé, vous, un contrôle a priori ? Est-ce que vous pourriez répéter ça, demander le contrôle a priori opération par opération ? Non, bon, peut pas, bon. J'ai pas connaissance du sujet chez TIPCO, donc je peux pas vous répondre précisément. Tout ce que je sais, c'est qu'on fait peu de R&D parce qu'on est avant tout prestataire de services. Et donc Mais ça vous a donné, alors, le fait d'avoir résolu un besoin, enfin, satisfait un besoin, trouver une nouvelle utilisation, ça vous a pas donné des envies de où est-ce qu'on pourrait trouver encore un truc à inventer, à breveter Ça viendra par l'exemple, ça donne toujours envie de donner une suite, mais voilà, c'est sur des cas concrets. On a des démarches plutôt très pragmatiques. D'accord. Voilà, je m'avance pas sur la suite, mais bien sûr, s'il y a des besoins, on saura où aller chercher la compétence pour nous aider à résoudre. Quelles sont les conditions selon lesquelles ce brevet pourrait rapporter, et à TIPCO et à l'université, des royalties ? L'industriel vend beaucoup de modèles, mais vend beaucoup de modèles pour nous, c'est pas en dehors de vos besoins propres, parce que pour l'instant, c'est vos besoins. L'industriel envisage de le mettre sur catalogue. Maintenant, pour nous, c'est Peanuts. Oui, enfin c'est Peanuts peut-être pas, mais non, mais c'est très important. C'est pas là. L'affaire est pas là. L'important est qu'on ait trouvé une solution et ben, si ça peut apporter de l'argent à l'industriel, tant mieux aussi. Voilà. Parfait. Jean-Charles Gadiou, c'est 2 exemples merveilleux. 2 exemples merveilleux en plus dans la robotique qui est votre spécialité, donc vous vivez du petit lait quand vous voyez des choses comme ça. Je pense que ça illustre un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un peu la diversité de ce que l'on peut. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aussi, dans Capacité, on ne se contente pas que d'attendre, mais c'est un peu comme ce qui vient d'être dit, on travaille aussi, les ingénieurs qui sont dedans travaillent aussi à développer des technologies qu'ils vont aller proposer sur les entreprises. Alors, quand vous étiez encore en chemin vers nous, Pascal Casari nous a parlé de la potentialité de collaboration croisée en allant piocher dans telle cellule de compétences et dans telle autre pour obtenir un mixte particulier, spécifique de compétences, jusque dans le marketing, dans les sciences humaines. Quelles sont les perspectives de ça ? Comment sentez-vous les perspectives de développement de votre entreprise, au fond mais peut-être des perspectives de développement de l'innovation à partir de ce type de collaboration. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'université est pluridisciplinaire, donc elle couvre effectivement tous les champs, je dirais, de la société. Alors, dans tous ces champs-là, elle ne couvre pas tout, bien évidemment, on n'est pas universel. Pour l'instant, on a travaillé essentiellement, alors c'est peut-être un peu plus facile, mais il y a beaucoup de travail à faire, effectivement, sur de l'innovation croisée au niveau des technologies.
Et là-dessus, Benoît pourra intervenir effectivement sur des aspects greffage moléculaire par rapport à la préparation de surface. Et on évolue effectivement de plus en plus pour intégrer. Alors c'est une difficulté puisque au niveau de la recherche, il y a eu une scission quand même beaucoup, je dirais, des sciences humaines par rapport à la problématique de la société. Je ne dirais pas qu'elle ne s'intéresse pas du tout aux entreprises, mais c'est essentiellement plutôt des actions d'observation, de modélisation, de compréhension des entreprises, et pas encore assez d'interaction au niveau des chercheurs des sciences humaines pour aider la société de façon générale, mais les entreprises aussi à appréhender les choses. Alors, notamment, on a des chercheurs à l'université qui travaillent sur des problématiques de bien-être au travail, etc., et qui sont en entreprise. Quasiment la moitié de leur semaine à aller, et donc ils alternent entre leur recherche très appliquée à l'intérieur des entreprises et leurs enseignements, et donc du coup on peut croiser effectivement, on l'a dit tout à l'heure, sur des problématiques qui vont être non pas seulement de répondre sur des produits, mais sur des processus. Et là, vous voyez bien que quand on intervient sur un processus d'entreprise, l'humain, l'appropriation par l'humain et le bien-être de l'humain dans ces nouveaux processus. Et ses usages et sa façon d'appréhender les outils nouveaux qui lui sont mis à disposition, son regard. Il y a une cellule de je ne sais plus quel laboratoire à Nantes qui travaille sur la perception de l'image par l'œil humain. Oui. Pour travailler sur la 3D, j'ai souvenir qu'on avait évoqué ça. C'est le même laboratoire qui croise entre Benoît et le mien, hein, donc on est là-dessus, et c'est effectivement à l'IRSIN où il y a ces problématiques de cette perception de... C'est à l'IRSIN, oui. Mais je dirais même dans l'IRSIN, on a parlé de robotique, on est un laboratoire de robotique qui possède au sein de son équipe de recherche des psychologues. Donc c'est très... Voilà le croisement. Voilà. Parfait. Alors, donc des collaborations croisées, c'est possible. Xavier Tostiv, quand vous entendez tout ça, il y a un moment où il faut que quelque chose s'enclenche de plus vif. Est-ce que du côté du MEDEF, il y a la possibilité de consacrer le temps que l'universitaire ne peut pas consacrer à sa prospection, à sa communication, à sa diffusion des possibilités qu'il offre? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, on n'a pas attendu... Bon, très bien, que je vous pose la question pour le faire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se connaît à peu près tous. Hein. Oui, bien entendu. Donc on bosse ensemble régulièrement. Alors, est-ce que c'est Nantais? Est-ce que j'en sais rien? En tout cas, nous, ça se passe plutôt bien. Donc... Alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas fini. Donc, je disais que les liens entreprise, université ou entreprise-école, parce qu'on a parlé avec l'université de Nantes, mais j'aimerais aussi qu'on y inclue bien sûr les grandes écoles, qu'elles soient de commerce ou ingénieurs ou autres. On bosse ensemble depuis longtemps. Alors, on bosse ensemble depuis longtemps, pourquoi? Parce que, d'abord, il faut savoir que certains d'entre nous siègent dans des conseils réciproquement. Donc, on est invité en tant qu'élu, on vote d'ailleurs, même dans le conseil d'administration, l'université. Enfin, on se retrouve parfois, toujours d'accord, mais bon. Donc, on est présent, ok? Et deux, on bosse ensemble depuis maintenant de nombreuses années. Alors, moi, j'écoutais avec attention ces belles réussites, notamment dans le domaine technique. Il est vrai que les sciences humaines et sociales, sachez que c'est, pour nous, au niveau du MEDEF, en tout cas le MEDEF 44, c'est une préoccupation majeure. Nous avons une commission qui traite notamment d'enseignement supérieur. Ça sera l'un des axes que nous allons définir comme étant prioritaire de cette nouvelle mandature, les SHS. Alors, on a déjà rencontré des équipes assez performantes et innovantes. Il n'en demeure pas moins que très objectivement, quand vous posez la question à un chef d'entreprise de sa perception des chercheurs, des enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales, en général, il a peur. Parce qu'il ne les connaît pas. Et parce qu'il ne les connaît pas, absolument. Et quand, à l'inverse aussi, vous proposez parfois, vous allez vers des enseignants-chercheurs de sciences humaines et sociales, le monde d'entreprise, ils ont peur aussi. Mais il ne faut pas être réducteur, parce qu'il y a eu d'énormes progrès de réaliser, il y a des gens avec qui on bosse de plus en plus, et il y a en plus des compétences réelles à l'Université de Nantes. Alors, nous, on a envie de continuer à développer ces partenariats historiques avec, bien sûr, des capacités ou autres, mais aussi les écoles. Ça marche de mieux en mieux, je pense qu'il faut savoir le dire aussi, parce qu'on réussit, en tout cas en territoire, il y a des belles success stories. Et puis, on a envie d'aller sur des champs qui sont nouveaux, les SHS en font partie. Parce qu'aujourd'hui, qui, en tant que chef d'entreprise, ne pourrait pas être préoccupé par des problématiques sociales fortes? Les thèmes sont passionnants, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion, pour anecdote, de visiter juste derrière la maison, c'est là-bas d'ailleurs,
la MSH, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil qui est, à mon avis, méconnu et qui est un outil fabuleux. Voilà, maison des sciences humaines. Avec un amphithéâtre qui est étonnant. Hein. Bon, voilà. J'arrête là. Alors, pour autant, on a d'autres, nous, souhaits quand même. Hein. Donc, allons-y, sur vos souhaits. Voilà. On a d'autres souhaits. Donc, je pense que j'ai insisté lourdement, et vous l'avez compris, sur le CIR. Je pense que c'est clair, c'est dit, on ne va pas y revenir. Mais vous avez bien compris quand même que c'était déterminant, parce que, en fonction des réponses qu'on aura, eh bien, il y aura des investissements qui sont faits ou pas. En ce qui concerne les doctorants, et j'y viens. Alors, tu disais tout à l'heure, combien de doctorants, je ne sais plus. 1300. 1300. Mais seulement combien en chiffres? 48 en chiffres. 48, c'est quand même dramatique, quoi. Hein. Ouais. Quand on sait derrière ce que ça entraîne en termes de dynamique pour les entreprises, ce que ça entraîne derrière en termes d'avantages concurrentiels, ça met tout le monde. Et d'expérience pour le doctorant. Et d'expérience pour le doctorant, on se dit merde, comment on fait pour arriver à des chiffres aussi bas? Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que l'une des solutions, enfin ce que nous croyons, pardon, c'est que l'une des solutions pour parvenir à réussir cela, et notamment auprès des PME, hein, c'est d'arriver à un référentiel commun de compétences. Il faut que les chefs d'entreprise comprennent ce qu'un doctorant, ça peut ce qu'il a comme compétence, que ça peut lui apporter dans son entreprise, parce que ça, ils savent peu ou pas l'exprimer. Et c'est pas évident d'accéder à la formation naturellement, notamment. Il veut parler absolument. Non, mais justement, je vais proposer. Non, allez-y. C'est couper la parole à l'universitaire, il faut être fort. Hein. Non, vous inquiétez pas. Ils sont d'une discipline, vous savez, ils enseignent des disciplines, donc ils sont disciplinés, donc tout va bien. Premier point, pour moi, c'est ça, c'est ce fameux référentiel de compétences des doctorants. Quel que soit je finis. 2, il faut qu'on se fixe en effet les objectifs, qu'on se mobilise autour des chiffres. Je pense qu'en territoire... Autour des chiffres. Des chiffres, voilà. Et je pense c'est contraire. Voilà, on a une belle réussite, hein, apparemment. Et puis lui, en plus, il combine tout maintenant, donc il est au top. Mais ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Et arriver à faire passer la bonne parole auprès des entreprises en disant des universitaires vont vous apporter, vont demain vous faire gagner de l'argent, concrètement. Il faut être clair. C'est de l'investissement et c'est de la ressource derrière. C'est des messages forts qu'on doit faire passer et ça va passer par l'augmentation du nombre de tests cibles. Et puis pour finir, nous on a un vœu aussi, mais là je crois qu'on va un peu vous bousculer, j'entends les universitaires, c'est la possibilité d'obtenir des doctorats dans le cadre de la formation continue. Ça c'est pas encore gagné, mais vous allez... D'une certaine manière, le CIFRE, voilà, c'est une esquisse de ça, Benoît Furet. Donc effectivement, ce message-là on l'entend et on y travaille. Et en particulier, donc, cette année universitaire a démarré un parcours un peu particulier qui a été créé avec la Chambre de commerce et d'industrie et qui s'appelle Docteur en entreprise. Et effectivement, donc on a démarré avec une petite promotion, donc on a présenté ça dans les écoles doctorales à différents niveaux. On était un peu les précurseurs de ce travail-là conjoint avec la Chambre de commerce. On a essayé de bâtir quelque chose, donc on s'est fait aider avec des collègues d'Atlan Pôle, de la SATT, de l'IRT Jules Verne, du pôle MC2, j'en ai oublié, mais bon. Et donc l'écosystème, on va dire régional aussi. Et donc le parcours est assez intéressant, c'est-à-dire que bon, les chiffres, effectivement, elles sont connues, c'est dans le domaine de compétences en lien avec l'entreprise, puisque c'est relativement proche. Là, par contre, c'est un docteur qui est peut-être en psychologie ou en chimie. Eh bien, on va l'aider à mettre les pieds dans l'entreprise. Donc, on va le faire contribuer à aider l'entreprise à monter des projets innovants. Il faut que cette entreprise ait un profil particulier qui corresponde à l'absorption d'un chimiste. Pas forcément. Justement. Pas forcément ? Justement, pas forcément. L'idée, c'est de faire découvrir aussi à l'entreprise ce que peut apporter dans cette entreprise un doctorant, dans une spécialité extraordinaire. D'abord, les doctorants, ce sont des humains avant tout, oui. Et qui ont généralement un cerveau qui est bien fait. Et ce sont des mécaniques intellectuelles bien construites et fonctionnant bien. Qui pédalent assez vite, quoi. Et donc, c'est à exploiter ces cerveaux qui ne tournent pas si mal que ça, oui. Et pour aider chez l'entreprise à collaborer, essayer de monter quelque chose, etc., etc. Et donc, on a démarré cette année et c'est plutôt très intéressant. Donc, ça a deux vocations. On va dire maintenant les entreprises comme GB2 ou plein d'autres qu'on a cité déjà, elles sont conquises, celles-ci. Donc c'est plutôt celles les primos, quoi, qu'il faut chercher, leur faire comprendre ce que peut leur apporter un doctorant. Et le doctorant, vous
pouvez voir, enfin, on a beau dire, enfin, nous on le côtoie, on forme aussi des ingénieurs. Les ingénieurs maintenant, les formations, elles ont un peu évolué aussi. Ils font beaucoup de management, etc. Ils font moins de sciences. On a des demandes au niveau de l'espace entreprise, on en a encore eu récemment, d'entreprises qui nous demandent des matheux. Pourtant, on se disait, Oui, alors les matheux. on se disait les masters de maths, ça ne sert plus à rien. Et Ben si. Une entreprise locale de la région, une start-up qui a démarré, ils sont 25 personnes maintenant, qui fait dans l'énergie, elle nous a dit, bon, des ingénieurs j'en ai, je veux des matheux. Les ingénieurs qu'on a aujourd'hui n'ont plus les outils mathématiques pour résoudre Voilà. le problème. Alors, scientifique. pour les maths, c'est très convaincant, on comprend tout de suite. Mais pour le chimiste, et Donc les exemples, c'est juste sa mécanique intellectuelle, mais pas sa compétence qu'on va utiliser. Donc ça peut pas être un chiffre. Ça peut pas être un chiffre. ce ne sera pas une cible justement, c'est qu'on va, on va placer justement un étudiant en doctorat dans une spécialité bien spécifique, dans une entreprise qui n'est pas forcément dans ce domaine-là. Mais par contre qui se découvrent mutuellement et qui travaillent ensemble à construire un nouveau projet de recherche. Et on prenait un exemple sans citer de marque, une entreprise qui fabrique des tuyaux relativement classiques pour faire des évacuations d'eau de pluie ou d'eau usée. Voilà. Je ne citerai pas de nom. Eh bien, on essaie d'imaginer avec un doctorant quels sont. C'est quand même des tuyaux, on crée des tranchées. Ah, mais il y a des fluides et il y a donc de la chimie derrière. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce canal-là pour transporter autre chose Autre chose. que de l'eau, voilà. Et donc, le doctorant, il travaille, il essaie de créer des choses. Et puis, Et ça lui donne une culture de l'entreprise qu'il n'aurait pas autrement. déjà, lui, dans sa thèse en elle-même, c'est très scientifique. Il n'est pas forcément. Parce que la recherche, elle peut aussi aboutir à plus ou moins long terme à des applications, à des niveaux TRL très élevés. Dans certains cas, on a des recherches extrêmement scientifiques où les retombées économiques ou industrielles, elles sont peut-être dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour certaines. Hein. Alors que pour d'autres, c'est au bout de 2-3 ans, un test chiffre, on applique directement les résultats. Donc, suivant les thèses, une thèse très très scientifique, eh bien, on va lui faire découvrir, à raison d'une centaine d'heures pendant ces 3 années de thèse, eh bien, le monde d'entreprise. Il va mettre les pieds dedans. Mais aussi, il va côtoyer les chefs d'entreprise. Et le chef d'entreprise va côtoyer aussi le doctorant. Et puis à apprendre à les connaître. Et ça fait plus peur. Et on s'est rendu compte, déjà dans certaines PME qui ont déjà recruté des doctorants, la remarque qui nous ont été faite, c'est ça tire vers le haut. Même les ingénieurs ou autres qui étaient tombés dans un petit train-train classique, etc., parce qu'ils sont sortis de l'école. C'est excitant et attisant comme jeu. Ouais. Ressortir un petit peu, mettre en équation, etc. Lui, il a fait ça pendant sa thèse, et c'est un petit peu automatique. Et ça remonte un petit peu le niveau, et puis on résout des problèmes. Pascal Casari, si vous voulez. Oui, je vous en prie, Jean. Oui, j'aurais aimé réagir rapidement. Le CIFRE est un outil intéressant, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. La problématique n'est pas quand même le CIFRE. Le différentiel, c'est en France réellement de faire comprendre aux entreprises qu'il existe effectivement une différence très importante entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise, mais qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. On l'a vu ici, la diversité de l'université, elle n'est pas réduite juste à des chiffres, je suis désolé. On a parlé d'étudiants de DUT. Et donc, du coup, c'est cette richesse qui est là, et de se focaliser sur ça serait une erreur. Non, mais c'est l'un des. Je pense que d'abord, les chercheurs qui sont déjà formés, 80%, plus de 80% quittent l'université, ne restent pas dans les laboratoires. Ceux-là, il faut déjà les embaucher, déjà avant de prendre des chiffres, des choses comme ça. Donc du coup, travailler avec des chercheurs, travailler sur toute la diversité de l'université, c'est ça qu'il faut que les entreprises comprennent. On a mis des passerelles comme Capacité qui permettent de discuter avec un chercheur et de récupérer un résultat. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut aller mettre. Donc tous les moyens sont bons, et pas se focaliser sur le site. Non, mais voilà. C'est l'un des bons moyens. On pourrait les appeler des appelants aussi pour finalement la mécanique d'interface que vous représentez. Je pense que le premier implant, c'est le moteur. Je ne veux pas ramener ça à notre profession à nous, mais c'est que les entreprises n'hésitent pas à aller discuter avec un chercheur. Le chercheur, il connaît l'université, il trouvera la bonne solution. Si c'est travailler avec les étudiants en DUT, en licence, en n'importe quoi, de remonter sur un projet de recherche, de mettre des chiffres, ils le feront et ils sauront le faire pour l'entreprise. C'est ça le message qui est important. Ne pas hésiter. Merci beaucoup. Pascal Casari, puisque vous avez eu la gentillesse de commencer pour nous aider à démarrer, je vais vous laisser le dernier mot au fond. C'est un écosystème qui est en train qui se met en place. Il n'est pas encore en fonctionnement idéal, il n'est pas encore en équilibre d'écosystème, mais c'est potentiellement ça. Oui, tout à fait. On a quelque chose qui est en régime transitoire, mais on a aussi une société qui est dans son train-train. On le sent bien avec un chef d'entreprise qui arrive au laboratoire, il a ses problèmes, et s'il vient au labo, c'est parce qu'on l'y a invité, peut-être un petit peu par force au départ. Ça peut être un profil général,
Et là, ça y est, ça lui fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et après, il vient avec ses besoins parce qu'il connaît le chemin. Et donc, cet écosystème-là, c'est comme un potentiel énorme. Et on peut le voir de manière optimiste ou de manière très pessimiste. C'est-à-dire, potentiel énorme, mais on l'exploite très peu, donc quel vaste gâchis. Ou alors, de manière optimiste, si tout le monde s'y met un peu... Ça va rendre d'une façon incroyable. Si les universitaires vont sur les salons des entreprises, satisfaire aussi leur curiosité, ce qui serait très bien, ça apportera du plus. Si les entreprises viennent, notamment par exemple à la semaine Université Entreprise qui a lieu au mois de novembre, il y a notamment un salon Val-Ouest sur les SHS spécifiquement, eh bien voilà, ça va permettre de créer de l'échange et de rentabiliser un petit peu plus, mais on a vraiment le sentiment que c'est exploité à un pourcentage infime du potentiel que ça peut créer. Or, vous avez peut-être, avec votre palette d'exemples dont on vous remercie, vous avez peut-être apporté l'argument massu. C'est l'argument financier. Ça coûte de 500 € à 20 000, certes, mais 20 000, ça dépend de la capacité de l'entreprise, mais malgré tout, bien sûr, c'est l'argument majeur. C'est-à-dire que c'est un coût parfaitement raisonnable, eu égard à ce que l'on en retire. Oui, tout à fait. Je pense que oui, et ce qui manquerait, c'est de l'huile dans les rouages ou c'est de la communication, mais les terrains où on reçoit énormément de communication tous les jours ne contiennent pas la place pour qu'on communique sur ces aspects-là. Donc il faut aussi penser à tout cet environnement de comment on communique, comment on fait savoir, et ça, je pense que c'est un des gros challenges qui va servir les entreprises, qui va permettre d'exploiter tout cet écosystème. Merci beaucoup. Monsieur le Président de Capacité, on évoquait tout à l'heure le fait que les deux mondes globalement s'ignoraient. Enfin, on ne connaît pas les chercheurs ne connaissent pas les entrepreneurs. C'est pas vrai dans tous les cas, c'est pas généralisable, mais il y a encore autre chose, c'est les chercheurs s'ignorent parfois entre eux. Or, ils pourraient se rendre service réciproquement. Tout à fait. Est-ce que ça, vous le percevez aussi ? On le perçoit tous les jours, et ce monde change aussi. C'est un héritage du passé. C'est un héritage qui vient du Moyen-Âge, le dogme, les pairs, le regroupement dans une discipline. Voilà. Maintenant, ça éclate, ça. C'est en train d'éclater aussi à l'intérieur de l'université. Des projets pluridisciplinaires, on en a tous les jours. Pluridisciplinaires, non seulement dans les disciplines universitaires, mais pluridisciplinaires, je dirais, dans les problématiques, donc avec les entreprises. De plus en plus, on va chercher des entreprises, comme l'a dit Benoît tout à l'heure. Il est allé chercher des entreprises. Donc du coup, c'est un monde qui est en train d'éclater et qui est merveilleux. Moi, je pense que l'optimisme est plutôt de rigueur. Oui, je dirais. On nous a rebattu les oreilles à un moment de l'économie du savoir. On est en train d'y entrer, là. On est en train d'y rentrer, de plein pied. Et les entreprises doivent y croire. Et nous, on y croit, universitaires, en tous les cas. Parfait. On vous applaudit, on les applaudit pour les remercier beaucoup. Merci infiniment.